Si vous pensez que détecter un haut potentiel intellectuel avec un test de quotient intellectuel, c'est horrible, c'est trop académique, c'est biaisé et c'est pas fair-play pour les pauvres personnes qui sont un peu trop stressées, alors que les théories de la douance sont super cool avec leur largitude d'esprit, premièrement, je vous rappelle qu'un test de QI n'est pas fait pour identifier un HPI, mais pour évaluer les capacités cognitives de tout le monde. Et deuxièmement, attendez de voir les méthodes et critères de sélection des 4 modèles les plus connus et étudiés, parce que oui, c'est bien beau de crier à la douance pour autre chose que le quotient intellectuel, mais comment reconnaît-on la douance alors? Vous croyez que vous pouvez débarquer comme ça et dire « Salut, je suis doué » ? Eh ben non, vous avez tout faux, et vous allez bien le regretter, ce cher test de quotient intellectuel. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Et oui, c'est le 3e volet de la série Intensément sur la douance. Dans le premier volet, on a vu l'importance de faire la distinction entre la douance et le HPI. La douance, c'est un concept qui désigne à la fois un don, naturel ou inné, dans un ou plusieurs domaines, mais aussi et surtout un processus de détection, de développement et d'accompagnement de ce don. Alors que le HPI, c'est un concept qui désigne une identification basée sur le fait d'avoir un score supérieur sur un test de quotient intellectuel. Dans le 2e volet, on a compris ce qui a mené à cette situation ambiguë de la douance, qui est la traduction québécoise littérale du concept américain de giftedness, c'est-à-dire être doué, gifted. Cette dénomination a historiquement défini le simple fait d'être doué dans n'importe quoi, l'art, la littérature, le combat, la cuisine, etc. Puis, avec l'invention des tests de QI au début du XXe siècle, a d'abord désigné les personnes avec un haut QI pendant toute la première moitié du XXe siècle pour redevenir multidimensionnel après la Seconde Guerre mondiale, mais dans le cadre de modèles de processus ou de systèmes de développement qui visent à identifier et à accompagner pédagogiquement les élèves dits doués pour leur permettre d'arriver à l'excellence, des résultats exceptionnels ou le talent. Rien à voir donc avec le HPI. Je vous avais laissé en 1972 avec le rapport Marland de l'Office américain de l'enseignement qui donnait une définition quasi officielle de la douance que je vous relis. Elle inclut une capacité bien au-dessus de la moyenne dans un ou plusieurs des 6 champs suivants. 1. Habilité intellectuelle générale. 2. Aptitude académique spécifique. 3. Pensée créatrice ou productive. 4. Performance artistique. 5. Habilité en leadership. 6. Habilité en psychomotricité. Dans la foulée, je vous l'avais dit, de nombreux États adoptent cette définition, d'autres font les malins et rajoutent des domaines, d'autres en ont une définition plus restreinte, calquée par exemple sur uniquement le haut quotient intellectuel, mais c'est plus rare. Et donc, à partir de ce moment, de nombreuses études et recherches mélangent un peu tout, et pour faire le tri entre les études qui étudient les hauts quotients intellectuels et les autres études, eh bien le premier domaine donc est devenu Intellectual Giftedness et se définit par un haut QI. C'est ce qui est défini en France par le HPI. Et ça marque aussi le top départ, l'apparition des modèles de développement de douance qui visent donc à comprendre, repérer et encadrer les élèves doués pour transformer leur potentiel, leur capacité en super pouvoir, comme des académies de X-Men si vous voulez. Et nous allons voir les 4 modèles les plus célèbres, influents et étudiés. Le modèle des 3 anneaux de Rengili, le modèle triarchique d'intelligence de Sternberg, le modèle de différenciation de la douance et du talent de Gagné et le modèle de Munich. Et c'est super intéressant à étudier. Alors ça va être une exploration comparée de ces 4 modèles, leur conception, leur fonctionnement, les personnes visées, l'intégration ou pas des émotions, qui est une question qui peut se poser et que beaucoup se posent. Donc on va voir un peu si l'intelligence émotionnelle, au sens consensuel de capacité ou compétence à reconnaître, comprendre, gérer et utiliser les émotions chez soi comme chez les autres, est présente dans ces modèles influents et célèbres. Et puis évidemment, on va voir un truc dont les défenseurs des théories de la douance parlent peu, l'identification. Et vous allez voir, ces modèles ne rigolent pas avec la sélection. Sir, yes, sir! Un épisode qui n'aurait jamais, mais jamais pu voir le jour sans le soutien financier des contributeuristes d'Intensément, que je remercie du fond du cœur. Car ce média, qui est mon travail, a besoin de vos dons pour exister.
Je sais que nous traversons tous une période difficile, mais si vous aimez intensément et que ce que je vous transmets vous apporte quelque chose, sachez que ça demande énormément de travail pour un épisode par semaine. Vos contributions peuvent débuter à partir de 2 € par mois, ce qui fait 50 centimes par épisode. Et j'appelle pas ça du vol. Alors si vous voulez me soutenir, rejoignez donc notre communauté, vous aurez des bonus et l'accès à notre groupe Discord. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Tout de suite, les modèles de douance. C'est la doudou, c'est la douance, Pour cet épisode, en plus des innombrables articles et études publiées par les auteurs de ces modèles, je me suis appuyé sur le livre de référence sur le haut potentiel, la Bible des professionnels, l'ouvrage collectif Psychologie du haut potentiel, dont je vous ai déjà dit que si c'est un ouvrage exceptionnel, le défaut pour moi, c'est d'être relativement confus justement sur les terminologies haut potentiel intellectuel, douance, surdoué, qui sont utilisées quelquefois de manière interchangeable. Le terme haut potentiel y est utilisé soit comme synonyme générique de douance, giftedness, soit comme synonyme de haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire intellectual giftedness ou douance intellectuelle. Et j'avoue que je trouve ça dommage. D'autant plus que les articles de Nicolas Gauvry, notre ami et chercheur bien connu de l'esprit critique, sur les modèles de douance sont incontournables pour les comprendre et qu'il y a aussi un article éclairant de François Gagné sur son propre modèle de douance. Avant de commencer, un warning important. Je tiens à prévenir les personnes fragiles. Aucun de ces modèles, qui pourtant sont tous des modèles de douance qui contestent la dictature du quotient intellectuel, aucun de ces modèles ne définit une personne douée à partir du fait qu'elle souffre ou qu'elle se sent perdue dans la vie. Je suis désolé. Mais vous risquez d'avoir tout de même des surprises, bonnes ou mauvaises. c'est la douance. Le modèle le plus célèbre et le plus vieux, c'est celui des 3 anneaux de Renzulli. C'est le modèle phare de la douance. C'est le modèle dont parle le plus Nicolas Gauvry. Il en parle quasiment à chacune de ses apparitions médiatiques pour nous expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de douance, et il en fait d'ailleurs une excellente description dans Psychologie du haut potentiel. Problème important pour moi, il arrive que dans les interviews, Nicolas Gauvry utilise l'appellation HPI pour parler du modèle de Renzulli. Or, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans Psychologie du haut potentiel, Nicolas Gauvry ne parle pas de haut potentiel intellectuel pour désigner le modèle de Renzulli, mais de haut potentiel tout court, c'est-à-dire de douance. Comme je suis un énorme fan de Nicolas, je pense que sa langue a fourché et que c'est involontaire, bien entendu. Mais en vérité, Renzulli ne parle même pas de douance. Alors accrochez-vous, on va y arriver. Le premier anneau de son modèle, ça englobe des capacités supérieures à la moyenne. Ça peut être des aptitudes intellectuelles, c'est-à-dire le QI, mais aussi des aptitudes artistiques, de leadership, sportives, etc. Ces aptitudes ne sont pas nécessairement exceptionnelles, mais doivent être au-dessus de la norme dans un domaine donné donc. Ça englobe aussi des capacités spécifiques, par exemple la chimie, le ballet, la danse, la composition musicale, les conceptions expérimentales, et ces mentions de ballet ou de composition musicale illustrent clairement que cette capacité supérieure à la moyenne ne se limite pas au domaine purement intellectuel ou académique. Renzulli inclut dans cette catégorie des personnes qui se situent dans les 15 à 20% les plus douées pour le potentiel visé. Une définition qui qualifie lui-même de très permissive. Le deuxième anneau, c'est l'engagement dans la tâche. Il s'agit d'une condition quasi indispensable pour des réalisations remarquables, incluant un intérêt élevé, de l'enthousiasme, de la fascination pour un domaine spécifique et de la persévérance. Le troisième anneau, créativité, c'est un haut niveau de créativité qui est demandé et qui serait caractérisé par de la fluidité, flexibilité et originalité de la pensée, ainsi qu'une ouverture à la nouveauté et un goût pour le risque. La douance, selon Renzulli, ne réside dans aucun de ces anneaux pris isolément, mais naît de leur interaction. C'est cette conjonction de facteurs dans un environnement favorable qui donne lieu à ce qu'il appelle les comportements doués. Cela souligne le caractère dynamique et contextuel de la douance selon Renzulli. Le public visé par ce modèle, ce sont principalement les élèves du système scolaire, mais aussi les adultes dans des contextes professionnels ou créatifs. L'objectif, c'est de promouvoir la productivité créative, c'est-à-dire encourager les individus à utiliser leurs talents
pour produire des solutions originales et avoir un impact positif sur la société. Renzulli insiste sur la finalité éthique, le talent doit servir le bien commun. Pour lui, la douance n'est pas un état fixe, elle se manifeste dans des domaines d'intérêt spécifiques et peut fluctuer selon les contextes et les projets. Renzulli distingue deux types de comportements doués, on va dire douance pour faire simple, la douance scolaire ou l'excellence académique et la douance créative productive ou l'innovation et l'impact social. Si on veut essayer de réfléchir au nombre de personnes qui seraient dites douées selon le modèle de Renzulli, il ne fixe pas vraiment de seuil quantitatif strict. Son approche est qualitative et inclusive. Elle vise à repérer un maximum de potentiel, même temporaire. Et selon ses propres mots, il ne s'agit pas de déclarer que tous les enfants sont doués, mais d'inclure bien plus d'individus que ce que les modèles basés sur le QI permettraient. Dans la pratique, certains programmes inspirés de Renzulli peuvent viser jusqu'à 15 ou 20% des élèves dans une classe, mais il n'existe pas de chiffre officiel. En ce qui concerne l'intelligence intellectuelle, le quotient intellectuel, c'est aussi une composante de l'aptitude supérieure à la moyenne selon Renzulli, mais il n'est ni suffisant ni central. Pour ce qui concerne les émotions, Renzulli n'est pas vraiment porté vers les émotions, mais on va dire que les capacités émotionnelles sont reconnus implicitement comme un facteur favorisant l'expression de la douance, notamment à travers les cofacteurs, les autres facteurs sociaux et émotionnels intervenant dans l'utilisation du comportement doué, afin de faire une réalisation noble et éthique. Alors ça part d'un bon sentiment, et puis je sens les opposants du QI lever fièrement le poing en disant « Ouais, il a raison, mais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sélection, les amis. Ouh là là, non. Dans la sélection, Renzulli, par contre, il y va pas de main morte. La procédure est la suivante. D'abord, les tests standardisés, utilisation de tests de QI ou de réussite scolaire pour présélectionner environ 50% du vivier. Il n'y a pas de seuil strict, mais il parle très souvent d'un QI de 120 ou plus comme indicateur. Ensuite, il a les Renzulli Scale, les échelles de Renzulli, qui sont des questionnaires standardisés remplis par les enseignants, évaluant les comportements observables liés à l'aptitude, la créativité et l'engagement. Exemple, le vocabulaire avancé, la mémoire, la pensée abstraite, la créativité, la persévérance, etc. Et puis, il y a les nominations multiples. On a la possibilité d'être nommé par des enseignants, des parents, par les pairs, PAIRS, ou une auto-nomination. C'est moi, je suis surdoué. Pour repérer les profils atypiques. Par exemple, une créativité élevée, mais des résultats scolaires moyens. Et puis, il y a des études de cas et de production. Analyse qualitative de projet, production créative ou réalisation concrète. Et puis, il y a le Renzulli Profiler, qui est un questionnaire interactif en ligne auto-administré pour cerner les intérêts, les styles d'apprentissage et de production des élèves. Ça nous donne donc une combinaison de critères qualitatifs et quantitatifs plutôt énorme. Donc, voilà pour le modèle de Renzulli. Donc, ne l'utilisez pas à tort et à travers. Toute personne qui va vous dire « votre enfant ou vous êtes doué, surdoué, au potentiel, à partir du modèle de Renzulli, sans avoir précisé toutes ces composantes du modèle de Renzulli et sans vous avoir précisé qu'il s'agit là d'un comportement doué, passager, transitoire et non fixe, eh bien ça veut dire qu'elle vous raconte n'importe quoi. Ce n'est pas ça, vous l'avez compris. Désolé pour tous les spécialistes et experts qui s'appuient sur le modèle de Renzulli pour identifier un HPI. Moi aussi, je suis choqué, mais c'est comme ça. C'est moi, je suis surdoué. C'est la douance. Passons au modèle de Sternberg. Lui aussi, c'est un modèle historique, le modèle triarchique de l'intelligence associé à son autre modèle, le modèle WIX. WIX, c'est l'acronyme de Wisdom, sagesse, intelligence, creativity, créativité, synthesized, synthétisé. Sagesse, intelligence, créativité, synthétisée. Et voici les détails de chaque composante du modèle WIX. L'intelligence donc d'abord. Le modèle WIX repose sur la théorie de l'intelligence réussie. Eh oui, Successful Intelligence de Sternberg. Cette théorie postule que l'intelligence se compose de 3 types qui se complémentent, au-delà de ce que mesurent les tests de QI traditionnels. C'est le modèle donc triarchique original. Vous avez l'intelligence analytique. Il s'agit de la notion traditionnelle d'intelligence, incluant la pensée abstraite, le raisonnement logique, les compétences verbales et mathématiques. Elle correspond à ce que la plupart des tests de QI mesurent. Ensuite, vous avez l'intelligence créative ou expérientielle. C'est une composante qui concerne la pensée créative, la capacité à générer de nouvelles idées.
pensée divergente, la capacité à gérer des situations nouvelles, etc. Et puis vous avez l'intelligence pratique ou contextuelle, souvent appelée intelligence de la rue. Street smarts. Elle englobe la capacité à appliquer les connaissances au monde réel, à s'adapter à son environnement, à le façonner ou à en choisir un meilleur. Il n'y a toujours pas de souffrance là-dedans. Sternberg soutient que ce qui rend une personne intelligente, réussie, c'est sa capacité à utiliser et équilibrer ces trois aspects de l'intelligence pour résoudre des problèmes et s'adapter à des environnements, plutôt que de se fier uniquement à un score statique. Donc ça, c'est une première composante du WIX. Il y a ensuite la créativité. Dans le cadre du WIX, la créativité, donc, elle est vue comme une forme de décision et de prise de risque sur ce que Sternberg nomme le marché des idées, similaire à un choix économique donc. La théorie de l'investissement de la créativité, co-développée par Sternberg et Lubart, spécialiste de la créativité, suggère donc qu'un individu créatif est capable d'acheter à bas prix et de vendre à prix plus élevé des idées. Cela signifie qu'il reconnaisse la valeur d'idées initialement rejetées par la société, mais les développe et les rende désirables. On est dans le marketing. Les qualités associées à la créativité dans le modèle WIX incluent la volonté, le courage, la prise de risque, le sentiment d'auto-efficacité, la tolérance à l'ambiguïté et l'engagement. La créativité s'appuie également sur des aptitudes synthétiques, analytiques et pratiques de l'intelligence, que nous avons vues plus avant, qui interagissent entre elles. Nous avons ensuite dans le modèle WIX la sagesse, qui est définie comme la recherche équilibrée du bien-être de soi-même, intrapersonnel, et des autres, interpersonnels, ainsi que des intérêts extrapersonnels comme les intérêts de la nation, du règne animal ou de la justice, à court terme et à long terme. Sternberg va plus loin et y rajoute même des éléments spirituels et religieux. Allez mesurer ça. Le public visé par ce modèle, ce sont les élèves, les étudiants, les adultes dans des contextes éducatifs, professionnels ou sociaux. Ce modèle vise à identifier et valoriser différentes formes d'intelligence de la manière la plus large possible. L'objectif, c'est de promouvoir une vision élargie de l'intelligence, favoriser la diversité des talents et adapter l'enseignement aux forces de chacun et chacune. Si on voulait établir le pourcentage ou le nombre de personnes dites douées dans le modèle de Sternberg, là c'est compliqué, un peu comme chez Renzulli. Il ne fixe pas de seuil quantitatif strict. Son approche, là aussi, est qualitative. Elle vise à identifier des profils variés. Il insiste sur le fait que la douance peut se manifester dans n'importe laquelle de ces trois sphères, sans limite précise de pourcentage, ce qui est donc compliqué à évaluer. Dans la pratique, donc, certains programmes inspirés de Sternberg peuvent viser des pourcentages similaires à ceux de Renzulli, c'est-à-dire jusqu'à 15 ou 20% selon les critères retenus, mais il n'existe pas de chiffre officiel. Pour ce qui concerne les mesures des composants du WIX, la question de l'évaluation des trois facteurs du WIX, elle est complexe évidemment. Pour l'intelligence, Sternberg et ses collègues ont développé le Sternberg Triarchic Abilities Test STAT pour évaluer les trois composantes de l'intelligence, analytique, créative, pratique, à travers des questions ouvertes, à choix multiples et la rédaction de textes. Oui, vous devez écrire des textes et des thèses. Pour évaluer la créativité, cela peut impliquer des juges experts pour évaluer vos productions, votre histoire, vos dessins, vos publications, vos solutions scientifiques, etc. Cela relève d'un facteur de créativité générale. Il existe aussi des mesures standardisées qui sont de plus en plus fiables, comme le test EPOC, développé par Lubart justement, et dont parle aussi Nicolas Gauvry assez souvent, qui évalue le potentiel créatif dans plusieurs domaines en considérant la pensée divergente et la pensée intégrative. Et pour évaluer la sagesse, il n'existe pas de mesure standardisée adaptée de la sagesse. Sternberg a cependant proposé des pistes pour des items de questionnaire visant à évaluer la capacité à équilibrer les intérêts personnels, interpersonnels, extrapersonnels dans des situations complexes. C'est la douance. Le modèle WIX, comme le modèle des trois anneaux de Renzulli, il a été critiqué pour sa composante morale, principalement la sagesse, qui peut le rendre super subjectif et l'éloigner d'une approche purement scientifique, notamment en y incluant des éléments comme la référence à Dieu dans les intérêts extrapersonnels. Oui, Dieu. Et d'un point de vue pratique, la mesure objective et standardisée des trois composantes reste un défi. Mais vous l'avez compris, cette analyse multidimensionnelle, à la fois scientifique et complètement floue, ne permet à personne d'utiliser le modèle de Sternberg pour dire cette personne-là, elle est HPI
parce qu'il ne parle pas de haut potentiel intellectuel, il ne parle pas de haut QI. Il parle de quelque chose de large, difficilement mesurable, d'un modèle pédagogique, d'un processus pour pouvoir transformer des possibles dons en talents et en réalisations concrètes qui seraient en plus morales. Donc rien à voir. Donc là encore, si quelqu'un s'appuie sur le modèle de Sternberg, demandez-lui si il ou elle a vraiment compris de quoi il s'agit. Passons au modèle 3. Le modèle différenciateur de la douance et du talent, MDDT, de François Gagné. François Gagné, je vous l'ai dit, c'est le créateur du terme francophone de douance, qui est une adaptation directe de giftedness et non une alternative à l'utilisation du terme HPI. Pour le professeur québécois François Gagné, la douance, c'est un potentiel naturel supérieur à la moyenne dans un ou plusieurs domaines. Il insiste dans certains textes sur le fait qu'il ne parle pas forcément de potentiel inné. Ça peut être inné, tout comme être apparu tôt durant l'enfance. Pour Gagné, la douance se distingue du talent, qui est le résultat d'un processus de développement. François Gagné, qui est un psychopédagogue canadien, développe son modèle dans les années 1980, puis le révisera en 2007, MDDT 2.0, et comme je vous l'ai expliqué, il vise à clarifier la distinction entre douance, le potentiel, et le talent, compétence développée. Gagné insiste sur la complexité du développement des talents et l'importance de ce qu'il appelle les catalyseurs, c'est-à-dire des facteurs qui permettraient de développer ces talents, que ce soit des facteurs personnels ou environnementaux. Je vais tâcher là aussi de vous décrire le MDDT le plus simplement possible. Il y a 5 composantes principales. Premièrement, il y a ce qu'il appelle la douance, désignée par la lettre G, qui sont des aptitudes naturelles supérieures à la moyenne dans un ou plusieurs domaines, qui sont les suivants. Les domaines intellectuels, les domaines créatifs, les domaines socio-affectifs, les domaines physiques. À noter que pour Gagné, la douance intellectuelle est l'équivalent de l'intellectual giftedness ou du HPI, c'est-à-dire un QI supérieur à la moyenne. Il est précis là-dessus. Selon les sources, la douance sociale est interprétée comme socio-affective ou socio-émotionnelle. Chez Gagné, l'intelligence émotionnelle est explicitement intégrée comme un domaine de douance et aussi comme un catalyseur du développement du talent. Deuxièmement, le processus de développement, désigné par la lettre D, c'est la transformation de ces aptitudes en compétences par l'apprentissage, la pratique et l'investissement. Troisièmement, les catalyseurs intrapersonnels, désignés par la lettre I, motivation, gestion des émotions, personnalité. Quatrièmement, les catalyseurs environnementaux, désignés par la lettre E, la famille, l'école, les mentors, la culture. Cinquièmement, le talent, désigné par la lettre T, les compétences développées dans un domaine spécifique. Et alors attention, il faut souligner dans le modèle de Gagné le rôle important d'une guest star, le hasard. Oui, le hasard, qui peut intervenir à tous les stades de la douance et du développement. Et oui, on est bien peu de choses. Le hasard dans le modèle de Gagné, c'est un facteur omniprésent qui module et parfois détermine l'apparition, la nature et l'ampleur des talents. Il agit sur la génétique, sur l'environnement, sur les rencontres et les événements de vie, rendant chaque parcours de développement du talent unique. Le public visé du modèle de Gagné, ce sont les enfants, les adolescents et les adultes dans des contextes éducatifs, sportifs, artistiques ou professionnels. Le modèle guide l'identification, l'accompagnement et le développement des talents. L'objectif de ce modèle très structuré, c'est de comprendre et d'expliquer le développement du talent à partir de la douance, en tenant compte de l'influence des facteurs personnels et environnementaux, comme vous avez compris. Ce modèle vise donc à optimiser l'épanouissement du potentiel individuel. Et donc, je le répète, pour François Gagné, la douance est un potentiel naturel. Le talent est une compétence acquise. Le passage de l'un à l'autre dépend de l'interaction de multiples facteurs, personnels, environnementaux, hasard. Alors le modèle de François Gagné est beaucoup plus pratique et beaucoup mieux structuré que le modèle de Renzulli. Et si on veut établir un pourcentage de personnes dites douées dans le modèle de François Gagné, c'est simple. Enfin, c'est simple en tout cas pour le quotient intellectuel, vous allez comprendre. Gagné fixe un seuil du top 10% de la population de référence pour la douance et le talent, avec des niveaux hiérarchiques. Léger, c'est le top 10%, une personne sur 10. Modéré, c'est le top 1%, une personne sur 100. Élevé, c'est une personne sur 1000. Exceptionnel, une personne sur 10 000. Et extrême, une personne sur 100 000.
Donc au niveau de la douance intellectuelle, pour gagner, le seuil se situerait aussi autour de 120. Ce système s'applique à tous les domaines de douance et tout champ de talent. En raison de corrélations relativement faibles entre les domaines, le nombre total de personnes douées et talentueuses dépasse donc le seuil de 10%, puisque tout le monde n'est pas doué en même temps, intellectuellement, physiquement, socialement, etc. Chez Gagné, donc la douance intellectuelle, c'est à partir de 120 de QI. Mais qu'en est-il pour les autres douances ? Eh bien, contrairement à ses collègues, Rengili et Sternberg, Gagné ne propose pas de test. Vous allez me dire, youpi ! Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne propose pas de test à lui. Il propose une identification multidimensionnelle qui passe par des tests, plus questionnaires, plus observation, plus entretien. Et oui, lui aussi. En gros, il propose toutes les solutions qui sont d'ordinaire appliquées pour classer les élèves en se basant sur les résultats académiques, sportifs, artistiques, avec avis et observation des pairs PAIRS et des enseignants, de la famille, etc. et les portfolios comme preuve. Ça passe donc par les tests standardisés comme le QI, test des réussites scolaires, tests spécifiques selon le domaine, la musique, le sport, etc. pour repérer ses potentiels naturels. Ensuite, des questionnaires d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs, enseignants aussi, pour identifier la motivation, la persévérance, la créativité, l'engagement, l'intérêt pour le domaine, et aussi des observations et portfolios, donc analyse des réalisations, des productions, progrès sur le temps long, etc. Et puis enfin, des entretiens pour cerner les catalyseurs intrapersonnels et environnementaux et comprendre le contexte global de l'élève. On n'est pas dans un test simple de QI. Mais là, vous allez me dire, ok tout ça, mais comment il fait pour la douance socio-émotionnelle ? Eh bien, pour la douance socio-émotionnelle, c'est plus flou. Plutôt que de se baser sur les questionnaires d'intelligence émotionnelle, François Gagné se base plutôt sur sa propre définition, qui est la suivante. La douance socio-émotionnelle désigne des aptitudes naturelles à la gestion de soi et à l'interaction avec les autres. Et donc, vous vous posez la question, quels seraient les signes pour repérer cette douance selon Gagné ? Voici une liste tirée de ses écrits. La perceptivité, l'empathie, l'aisance sociale, le tact, l'influence, la persuasion, l'éloquence, le leadership, le charisme, les compétences avancées en organisation et en communication, la stabilité émotionnelle, la résilience, la conscience de soi, la capacité à anticiper les conséquences, le respect des pairs, l'analyse de tâches, l'engagement pour la justice sociale. Et toujours pas de souffrance ou de personnes perdues dans la vie. Et donc, à partir de cette liste, que propose Gagné pour l'identification de la douance socio-émotionnelle ? Eh bien, pour lui, ça repose sur l'observation de ces caractéristiques, souvent plus facilement et rapidement acquises que chez les autres. Ces documents recommandent l'utilisation de grilles d'observation, de questionnaires et de portfolios pour recueillir les preuves de toutes ces compétences. C'est pas gagné. Enfin, c'est gagné. Oui, c'est gagné, mais bon, c'est pas gagné. Enfin, bref. Donc là aussi, si vous êtes honnête et de bonne foi, on ne peut pas utiliser le modèle de Gagné, comme le feraient plusieurs personnes, y compris des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, etc., des coachs. On ne peut pas utiliser le modèle de Gagné pour dire « cette personne-là est HPI ». Il y a un problème de mauvaise foi. Parce que Gagné propose, comme je vous l'ai dit, un seuil de 120 pour la douance intellectuelle concernant son modèle. Il ne parle pas de remplacer le consensus international sur le seuil de 130. Il utilise ce seuil de 120 pour avoir un repérage large, comprenant des capacités déjà hautes, mais pas forcément très supérieures, à condition de les intégrer dans son modèle pour en retirer du talent, pas pour une identification ou une description. Ne confondez pas tout. C'est la douance. Enfin, le quatrième modèle, le modèle de Munich, c'est-à-dire le modèle de Heller et ses collègues. C'est un modèle célèbre mais plus récent. Il ressemble un peu à celui de François Gagné. Et pour le modèle de Munich, la douance, c'est un potentiel supérieur à la moyenne dans un ou plusieurs domaines qui peut se transformer en talent, là aussi, sous l'influence de facteurs personnels et environnementaux. Si ça vous fait penser à François Gagné, c'est normal. Le modèle de Munich, développé par Kurt Heller et son équipe à partir des années 1990, s'inscrit dans la lignée des modèles systémiques et développementaux. Il est issu d'une étude longitudinale de grande ampleur sur la douance et le talent. Pour vous le décrire, ce modèle repose donc sur l'interaction de plusieurs facteurs. Premièrement, le potentiel cognitif, l'intelligence, créativité ou compétences spécifiques. Deuxièmement, les facteurs de personnalité, motivation, contrôle de soi, stratégie d'apprentissage. Troisièmement, les facteurs environnementaux, famille, école, pairs, PAIRS, mentor,
Quatrièmement, les domaines de performance en question, qui peuvent être scolaires, artistiques, sportifs, sociaux, etc. À noter que selon les sources, le modèle de Munich s'inspirerait du concept des intelligences multiples de Gardner, et oui, pour sa liste de domaines de performance. Ce concept des intelligences multiples, dont on sait qu'il est très controversé, et dans la liste des pseudo-intelligences, rebaptisées ensuite capacités, ne repose que sur l'imagination et le bon vouloir arbitraire de Gardner. Mais bon. Le public visé par le modèle de Munich, c'est les enfants et adolescents, principalement dans des contextes éducatifs et sportifs, encore une fois. Les objectifs, c'est comprendre et favoriser le développement du talent en tenant compte de l'interaction entre le potentiel, la personnalité et l'environnement. Vous l'avez compris, c'est toujours la même chose. Pour le modèle de Munich, l'intelligence émotionnelle est explicitement prise en compte à travers les compétences sociales, la gestion du stress et les facteurs de personnalité. Si on cherche à établir combien de personnes seraient douées avec le modèle de Munich, on se retrouve pratiquement avec les mêmes données que pour François Gagné. Le modèle de Munich ne fixe pas de seuil strictement défini, mais s'appuie souvent sur des critères statistiques similaires à ceux de Gagné, top 10% ou top 5% selon les domaines. Dans la pratique, la batterie de tests développée par le modèle de Munich, le MHBT, Munich High Ability Test Battery, permet d'identifier les élèves dans le top 10% de chaque domaine, mais le modèle reste flexible et multidimensionnel. Heller et ses collègues proposent aussi une procédure séquentielle, avec des checklists et nominations. Une présélection par les enseignants d'abord, du top 10 ou 20% des meilleurs élèves par classe, via des grilles d'observation comportementale. Ensuite, on passe par des tests spécifiques pour chaque domaine identifié lors de la présélection, par exemple des tests musicaux, sportifs, de QI, etc. Ensuite, on fait des entretiens et des études de cas pour affiner le diagnostic et comprendre le contexte global. En résumé, c'est pas facile, c'est pas simple. Pas besoin de vous le redire, mais je vous le redis quand même. Le modèle de Munich n'est pas un modèle de HPI et c'est un modèle qui s'adresse à l'éducation des enfants et des adolescents. Et vous comprenez que toute personne qui définit une personne douée comme ça en 5 minutes ne se base sur aucun de ces modèles de douance. Et donc ne sait pas de quoi elle parle lorsqu'elle va dire « Oui, mais il y a d'autres modèles anglo-saxons à travers le monde qui permettent de définir qu'une personne est surdouée ou HP plus facilement, blablabli, blablabla. » C'est que soit ils n'ont pas vraiment compris ces modèles, soit qu'ils jouent sur le flou et votre méconnaissance pour avancer leur pion. Vous pouvez leur proposer de se renseigner avant d'en parler. Mais en tout cas, ces modèles, qui sont tous, encore une fois, ultra intéressants et probablement très utiles s'ils sont appliqués avec éthique et professionnalisme, partagent une vision multidimensionnelle et développementale de la douance, rejetant la réduction au seul QI. Alors, ils ne s'excluent pas les uns et les autres, mais ils divergent sur la définition précise de la douance, les critères d'identification et l'importance accordée aux facteurs personnels et environnementaux. Ces modèles sont surtout appliqués dans des écoles spécialisées, principalement aux États-Unis, et le choix du modèle dépend des objectifs, de l'identification, de l'accompagnement, du développement, etc. et du contexte scolaire, professionnel, sportif. Souvent acclamés pour leur ouverture à la diversité des forces et des potentiels, ces modèles sont aussi responsables de dérives comme celles dont je vous ai parlé au-dessus. Les seuils de détection, les questionnaires, les théories, les objectifs, les applications de ces modèles sont souvent critiqués pour n'être pas clairs et je trouve personnellement qu'en réalité, cette recherche d'inclusivité et d'élargissement est très souvent soumise à une subjectivité à la fois de l'élève et du système qui est censé le repérer et donc beaucoup plus d'arbitraire qu'un test de quotient intellectuel. Encore une fois, qui et comment décide-t-on qu'une personne est au-dessus des autres en peinture ? Qui décide de la qualité ? Les vainqueurs de l'Eurovision étaient-ils les plus doués ? Ceci dit, je vous invite à vous faire une idée par vous-même, car là, j'ai évidemment simplifié ces modèles qui sont en vérité plutôt complexes quand on rentre dans les détails. Et honnêtement, pour moi, c'est un domaine qui me fascine autant que le HPI. Et ça tombe bien, pour notre prochain volet de cette série sur la douance, nous recevrons les docteurs en psychologie et chercheuses Sophie Brasseur et Catherine Cuche pour parler de leur travail à partir du modèle synthétique du HPI de Catherine Cuche, modèle qui s'inspire en partie des modèles de Gagné et de Munich, mais dans le cadre spécifique du haut potentiel intellectuel. Ne manquez pas ça. En attendant,
Je le répète, ne faites plus l'erreur de mélanger HPI et douance comme si c'était la même chose, parce que ça entretient la confusion. Certes, avoir un HPI est une douance, mais toutes les douances ou modèles de douance n'ont pas de rapport avec le HPI. Ces modèles de douance ne sont pas des descriptions ou des mesures à partir d'un test psychométrique standardisé et étalonné, mais des processus de repérage, d'utilisation et de développement de capacités dans l'enseignement et l'éducation. Et surtout, aucun de ces modèles n'est aussi consensuel, ni aussi précis, objectif, fiable et étudié que la mesure du quotient intellectuel. Et si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour intensément dont je vous ai parlé en début de cet épisode. Merci intensément, sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud. C'est la doudou, la doudou. C'est la douance, c'est la douance. C'est la doudou, la doudou. C'est la douance. C'est la doudou, la doudou. C'est la douance. C'est la doudou, la doudou, c'est la douance. C'est la doudou, la doudou. C'est la doudou, la doudou, c'est la douance. C'est la doudou, la doudou, c'est la douance.